Alors, j'ai cru comprendre que Eric a le même problème que moi. Monsieur Aubin avait le même problème. Désolé. Donc, nous avons 9 minutes. C'est du coup, je gratte une minute au passage. Juste pour effectivement vous demander... je pense que c'est assez éloigné. Les positions qui vous ont été présentées sont assez éloignées de ce que vous pensez donc côté CGT. D'ores et déjà, dans la réforme actuelle, vous aviez déjà relevé et dénoncé donc des prémices d'une réforme systémique, notamment dans le sens où ça transformait potentiellement le régime actuel en un régime à cotisation définie, ce qui vous pose un souci. Alors, quand vous voyez cette architecture telle qu'elle a été présentée donc, tout à l'heure par M. Delarue, comment vous réagissez ? J'aurais beaucoup de mal à la défendre, bien entendu, puisque ça étonnera personne. La CGT est opposée formellement à toute réforme systémique. Alors, j'ai tendance à dire que, quelle que soit la technique utilisée, ce qu'il faut qu'on se fixe, c'est des objectifs. Or, les objectifs que nous nous assignons, nous, c'est notamment de redonner confiance aux jeunes dans nos régimes. Et nous pensons que la réforme systémique, telle qu'elle s'applique, y compris dans d'autres pays autour de nous, ne garantit pas la réponse de deux questions que se posent notamment les jeunes. C'est à quel âge je partirai en retraite et avec quel niveau de pension. Donc ça, c'est des éléments qui font que les jeunes auront confiance dans le système ou pas. Effectivement, si on ne leur répond pas à ces deux questions-là, ils ont tendance à faire ce que font aujourd'hui nombre de jeunes, c'est à se tourner vers des produits qui sont par capitalisation et qui mettent en danger notre système par répartition, parce que moi, je ne crois pas que peuvent cohabiter des systèmes à la fois par répartition et par capitalisation. Alors, Jean-Louis a fait allusion aux travaux du corps. Je crois que c'était le 7e rapport, je n'y étais pas à l'époque, mais du corps qui a travaillé sur ces questions-là et qui a bien montré que cette réforme systémique ne réglait en rien la question du financement de nos retraites. Or, aujourd'hui, la question principale à laquelle on nous demande de répondre, c'est de rétablir l'équilibre des comptes et de faire en sorte qu'on puisse pérenniser nos régimes de retraite. Si on ne règle pas la question du financement par ces systèmes, par cette réforme systémique, je ne vois absolument pas l'intérêt. La CGT, elle, pour sa part, défend effectivement une réforme du financement qui ne vise pas, comme certains ont tendance à faire le raccourci, à dire il faut plus de cotisations, il faut faire payer plus les entreprises, il faut augmenter les cotisations. Il n'est pas là le sujet. On a fait plusieurs propositions, dont une qui, me semble-t-il, est assez novatrice et permet une remise à plat, c'est la question de la modulation de la cotisation. Moi, je ne crois pas, mais mon organisation ne croit pas qu'on doit traiter les entreprises de la même façon. Qu'on soit petite entreprise, qu'on soit un grand groupe, qu'on soit donneur d'ordre, qu'on soit sous-traitant. Oui, il y a des différences notables dans ces entreprises et dans la gestion qu'elles ont du personnel, du social, etc., et dans leur capacité à financer notre protection sociale. Et donc, si on ne remet pas à plat ces questions-là, la question du financement, on l'aura encore dans 2 ans, dans 4 ans, dans 6 ans, et donc on reviendra sur ces systèmes. Ensuite, nous, on s'appuie sur les exemples que l'on a. On l'a dit, on parle de régime par points. Eh bien, regardons ce que produit les régimes Agirc et Arco. On sait que les régimes par points, comme le disait justement Jean-Louis, fait que l'on prend la totalité de la carrière. Sauf qu'aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire que les carrières sont sérieusement entachées par la précarité, par le fait que les jeunes rentrent tardivement sur le marché du travail, par le fait que les seniors sortent prématurément des entreprises, et donc ça a forcément un impact direct sur des régimes par points, puisqu'on prend l'ensemble de la carrière. Et ça produit notamment le fait que sur l'Agirc, il y a une différence de niveau de retraite complémentaire entre les femmes et les hommes de l'ordre de 60%. Donc est-ce que c'est ça effectivement qu'on veut, ou est-ce que l'on veut des régimes qui finalement assurent une certaine contributivité? Là je rejoins Jean-Louis, je pense que c'est important qu'on ait une contributivité importante. Nous on est pour que les gens travaillent, que les gens cotisent, mais néanmoins on est aussi pour des systèmes solidaires, parce que le marché du travail il est ce qu'il est aujourd'hui, et ce dont on connaît. Et donc si on n'a pas de solidarité, je pense qu'on va détruire cette société, et donc on a besoin de mettre en place effectivement des solidarités. Et derrière le mot solidarité, effectivement, à prestation définie. Parce que le niveau de pension est extrêmement important. D'ailleurs, j'entends, et je l'ai entendu en 2010 de la part de Éric Woerth, je l'ai entendu également de la part de Marisol Touraine il n'y a pas si longtemps, et du Premier ministre,
il ne faut pas baisser le niveau des pensions. Les pensions sont très basses. Hein. Je rappelle, 1 246 €, c'est les chiffres du corps, hein, entre parenthèses. Donc il ne faut pas baisser le niveau. Moi, je suis d'accord avec ça. Sauf que les mesures qui sont prises visent à baisser le niveau des pensions. Puisqu'on durcit les conditions pour avoir accès au taux plein, on augmente la durée de cotisation, eh bien, on va appliquer plus de décotes, et donc on fait baisser le niveau des pensions. Et d'ailleurs, depuis 1993, la première réforme Balladur, on a cette chute du niveau de remplacement, du taux de remplacement, qui est effectivement assez conséquent, puisqu'on l'évalue autour de 15 à 20%, notamment à partir des deux mesures que sont l'indexation sur les prix plutôt que sur les salaires, et sur la mesure des 10 meilleures années plutôt que des 25. Donc vous imaginez, si on prend la totalité de la carrière, la chute que va représenter cette prise en compte dans le niveau des pensions. Donc je crois qu'il y a une contradiction en ce que l'on nous dit depuis 1993 sur le niveau de pension qu'il ne faut pas baisser, et les mesures que l'on met en œuvre qui vont avoir des conséquences sur ce niveau de pension. Troisième élément, puisqu'on parle de la fonction publique, moi j'entends, y compris Eric Woerth tout à l'heure, dire il faut harmoniser les règles de calcul, je vois à quoi il fait allusion, notamment à la question des 6 derniers mois. Je constate quand même que les premières discussions qu'on a vues avec Eric Woerth en 2010 ont conduit à ce qu'il abandonne rapidement ce dossier-là, au titre que, effectivement, ça ne rapporte pas grand-chose, premièrement. Deuxièmement, bon, c'est un sujet quand même assez sensible chez certains salariés, donc il faut éviter les conflits, donc on n'y va pas. Et puis en plus, ça répond à quelque chose. Si on a une différence de règles entre le public et le privé, c'est qu'on a des carrières complètement différentes. Moi, je viens du privé. J'ai travaillé 25 ans dans le privé. Ce que l'on a dans le public, c'est une carrière linéaire avec, dans les dernières périodes, les meilleurs salaires. Ce n'est pas du tout le cas dans le privé. Dans le privé, moins d'un salarié sur deux travaille à 60 ans. Donc si on prenait les derniers mois, je m'excuse, mais ce serait une catastrophe en matière de niveau de retraite. Donc que les règles de calcul soient différentes, moi ça ne me pose pas de problème. Par contre, on a bien vu à travers les travaux faits par Yannick Moreau que le taux de remplacement est équivalent pour la fonction publique et pour le privé, à 0,3 près, je crois. Donc on voit bien que ce n'est pas une question de règle de calcul. C'est quel objectif on se vise, hein, on se fixe, et après la technique, on la met en place. Mais il faut qu'on se mette d'accord sur les objectifs, je pense. Ce que disait, je me permets juste de vous interrompre, ce que disait Jean-Marie Speth tout à l'heure, c'est qu'effectivement, un régime unique permettait de gérer les compensations démographiques dans le sens où le modèle économique se transforme, des métiers apparaissent, d'autres disparaissent et permettent justement de gérer ces transitions économiques. Aujourd'hui, l'une des grandes faiblesses qui est reprochée à la réforme en cours, c'est justement de ne pas avoir abordé la question de la bosse démographique dans les régimes de fonctionnaires. Et notamment de ne pas avoir géré la bosse démographique de 2020. Alors, maintenant, oui. C'est peut-être trop tard, mais est-ce que, par exemple, par rapport à cela, comment vous vous positionnez ? Oui, mais la CGT a été très claire de ce point de vue. Hein. Nous sommes pour harmoniser certains sujets lorsqu'ils méritent d'être harmonisés, de prendre en compte effectivement les différences et de regarder ce que produit, y compris les mesures de solidarité en tant que telles, ce que disait Jean-Louis. Nous, on est pour la remise à plat complète, telle que le porte la CFDT. Moi, ça ne me pose pas de problème, hein, personnellement. Hein. Je n'ai pas de problème avec ça. Puisque, certes, on voit bien qu'il y a des sacrées difficultés. Alors, je rappelle au passage quand même que la première difficulté, et c'est Eric Woerth qui le rappelait, je suis obligé d'être d'accord avec lui, c'est quand même qu'on a un problème dans les carrières qu'on est obligé de corriger au moment de la retraite. Ça, c'est un véritable problème quand même. Hein. Je rappelle qu'une note de la CNAV rappelle que si on avait l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, à horizon 2023, c'est-à-dire dans 10 ans, on aurait 10 milliards dans les caisses de retraite à 2020. On comblerait le retard, le besoin d'équilibre que l'on a à horizon 2020. Est-ce que ce n'est pas un objectif qu'on peut s'assigner dans notre pays ? Il y a eu 5 lois sur cette question de l'égalité salariale femmes-hommes, et on n'est pas foutu de la mettre en œuvre. Moi, je m'excuse, mais là, les pouvoirs publics ont une certaine responsabilité. Deuxième élément, on a souhaité, nous, la mise en place d'une maison commune des régimes de retraite. C'est justement parce que l'on considère qu'aujourd'hui, la question du régime unique ne répond pas, va poser beaucoup de problèmes, et donc il faut une coordination entre régimes qui n'existe pas aujourd'hui. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous avons tous ces problèmes concernant les polypensionnés. On voit bien, tous ceux qui sont dans le privé, il y a un vrai problème concernant ces parcours qui sont à la fois dans le public et dans le privé. Donc comment on crée les conditions qu'ils ne soient pas sanctionnés ? Eh bien, nous proposons effectivement à ce qu'il y ait une coordination
à travers cette maison commune des régimes de retraite, et qu'elle s'assigne là, y compris la mise en place d'un socle de droit commun pour tous les salariés, quel que soit le régime dont ils dépendent, que ce soit un régime privé, régime public, et donc il y a des choses à avancer de ce point de vue. Ce que je regrette, et on l'a vu dans les débats dans la commission des affaires sociales ces dernières heures, finalement, cette proposition de maison commune est rejetée d'un revers de main, sans qu'on puisse en débattre et mettre les choses sur la table, au même titre d'ailleurs que le financement. Nous avons souhaité, alors j'ai participé à ma première réunion du Haut Conseil au financement de la protection sociale il y a une quinzaine de jours. On souhaite, dans le cadre de cette institution-là, faire une analyse de ce que représentent, en termes d'emploi et en termes économiques, les propositions que porte la CGT sur une refonte du financement de la protection sociale. J'espère en tout cas qu'on sera entendu, parce que je conçois que ça bouleverse beaucoup de choses, mais néanmoins, je pense que l'analyse serait intéressante, parce que nous, on fait le pari, justement, d'une dynamique sur les questions d'emploi, qui, on le sait, le problème auquel on est confronté aujourd'hui, c'est quand même bien la question de l'emploi. Si on avait le plein emploi, on ne serait pas dans la situation dans laquelle on est. Donc, je crois qu'il faut des mesures incitatives à l'emploi. Or, ce n'est pas du tout ce que produit notre système tel qu'il a été bâti après-guerre, puisque moins on a de salariés, moins on a de salaires, moins on paye de cotisations sociales. Et donc, pour le coup, c'est un système qui est contre-productif en matière de financement du hors-travail. Je vous remercie beaucoup, M. Aubin.